professeur Maurice Nabidi, qui est professeur d'économie à la faculté des sciences économiques de Mali et membre du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie. Donc pour nous entretenir de la crise de la dette souveraine et la fragilité du secteur bancaire européen. Merci, Monsieur le Président. Je remercie les organisateurs pour l'invitation. Je me retrouve dans une position difficile. Je représente un obstacle au passage à la pause café. Donc je vais essayer de faire vite sur cette question. Donc voilà, la question que je vais traiter, c'est l'impact de la dette souveraine sur le secteur bancaire européen. Donc je commence par les origines, les spécificités de la crise actuelle par rapport à la crise du subprime, les limites de la gestion de la crise de la dette souveraine et le secteur financier dans la zone euro, et je termine par la fragilité du secteur bancaire européen. Pour les origines, je commence par les origines profondes de cette crise. Donc en analysant la situation des pays européens, donc on peut séparer les pays du Sud qui se caractérisent par une augmentation des coûts salariaux et un tissu économique qui est dominé par les services et la construction. Et de l'autre côté, on a les pays du Nord qui ont un effort, grâce à un effort important d'innovation, donc se retrouvent dans une situation favorable en termes de progrès technique. Donc on a une concentration de l'industrie dans ces pays-là. Cette situation, nous pouvons l'observer à travers le graphique de la valeur ajoutée dans le secteur. Donc on voit la domination, le secteur manufacturier, donc on voit la domination des pays du Nord, et à travers le poids de l'emploi dans les services domestiques, et on voit la domination des pays du Sud. Donc le résultat, plutôt la même chose ici, le poids des dépenses de recherche et développement. Ce qu'on observe en moyenne pour les pays du Nord, la recherche c'est aux alentours de 2,5% du PIB, alors que pour les pays du Sud, la moyenne elle est de 1,7% sur la période. Donc cet écart au niveau des recherches et développement, ce décalage se traduit par, disons, la perte de compétitivité des pays du Sud et la montée du déficit. Donc on se retrouve dans une situation où les excédents des pays du Nord financent les déficits des pays du Sud. Donc on le voit à travers ce graphique de la balance courante. Pour le Nord, on a des excédents. Pour le Sud, on a des déficits. Bon, la différence à travers la crise, disons la situation de la dette, donc la fragilité de la dette, on le voit pour les taux longs des pays du Nord sont relativement faibles par rapport aux taux longs des pays du Sud. Deuxième raison derrière cette crise, c'est l'incompatibilité d'avoir d'un côté un fédéralisme monétaire et de l'autre côté la souveraineté budgétaire. C'est-à-dire qu'en Europe, on a une politique monétaire, disons, commune, donc orchestrée par la BCE. Par contre, au niveau des politiques budgétaires, donc on voit pour chaque pays, il a sa propre politique budgétaire. Et donc ici, c'est un avantage, je dirais, comparatif des États-Unis par rapport à l'Europe, où on a une seule politique monétaire assurée par la Fed et une seule politique budgétaire assurée par le Trésor américain. Donc la situation ici, elle est différente. Et cette incompatibilité, elle est source de problèmes. Donc, si on essaie de voir la répercussion en matière des taux d'intérêt, au niveau du fédéralisme monétaire, donc bien sûr, ce sont les taux courts, donc on a le même taux, c'est le RIBOR, donc le taux interbancaire européen, alors que pour la situation de souveraineté budgétaire, on se retrouve avec plusieurs émetteurs, et donc il dit plusieurs émetteurs, donc plusieurs spreads souverains sur chaque émetteur. Donc, à travers la courbe de rendement, nous pouvons ressentir cette différence, c'est que la partie courte de la courbe, donc elle est nette, puisqu'elle est sensible à la politique monétaire, alors que la deuxième partie, donc on a des spreads sur les taux de chaque pays, et bien sûr, le benchmark du marché, c'est le Bund allemand, c'est-à-dire l'obligation d'État allemand. Troisième problème pour l'origine de cette crise, c'est la dynamique de convergence européenne. Donc la construction européenne, donc
elle a favorisé l'alignement des taux d'intérêt des autres pays sur les taux allemands. Donc du coup, cette faiblesse des taux a poussé ou elle a favorisé l'excès d'endettement et la formation de bulles. Donc plus le taux faible, plus on emprunte, plus on achète des actifs financiers ou des actifs immobiliers. Donc on a des bulles immobilières et des bulles financières. Donc il a fallu attendre la crise des subprimes, qui a provoqué le dégonflement de ces bulles donc on se retrouve dans une situation de récession économique. Mais qui dit récession économique, ça veut dire que l'État va intervenir pour corriger. Donc on est dans une logique de politique contracyclique, donc hausse des dépenses, mais qui dit aussi récession, ça veut dire que les recettes de l'État vont baisser, puisque le chiffre d'affaires, les résultats des entreprises vont baisser. Donc la montée du déficit et bien sûr la crise de la dette. Quatrième raison, c'est l'absence de discipline de marché sur le compartiment obligataire. On a découvert pendant cette crise que la Grèce a maquillé les chiffres de son déficit budgétaire. En 2009, le chiffre affiché, je crois qu'il tourne autour de 3,7% du PIB, et alors que le chiffre réel, en principe, il est de 12,7%. Pourquoi la Grèce a joué sur les chiffres? C'est bien sûr pour satisfaire les critères de convergence et rentrer dans la zone euro. Et la deuxième, bien sûr, raison, c'est que comme tous les pays qui sont déjà dans la zone pour l'union monétaire, leurs taux d'intérêt ont fortement baissé, donc pour bénéficier d'un financement de son économie à un taux faible. Ça veut dire que sur le compartiment obligataire, au niveau des taux d'intérêt, on ne peut pas différencier entre un bon émetteur ou un mauvais émetteur, puisque la courbe des taux longs, elle est presque la même pour l'ensemble des pays. Donc on le voit jusqu'à une période, donc je crois 2008, voilà, les taux d'intérêt sont presque les mêmes, et après on le voit, donc la dégradation de la note de la Grèce, les taux d'intérêt se diversifient, c'est-à-dire donc on a le taux grec fortement augmenté par rapport au taux des autres pays, bien sûr les taux allemands sont les taux les plus faibles de la région. Donc la même chose, on le voit. Avant la création de l'euro, quand il y avait un processus de convergence, au début, il y a une convergence presque à les mêmes taux, et à la fin, on se retrouve avec la crise, comment les taux d'intérêt à long terme divergent. Deuxième point, c'est la spécificité de cette crise par rapport à la crise des subprimes. Il y a des facteurs, disons des similitudes, et bien sûr, il y a des divergences. Par exemple, au niveau de la tension sur le marché, on a constaté, si on analyse un indicateur de taille pour la tension des marchés interbancaires, ce qu'on appelle le debt spread. Le debt spread, c'est la différence entre le taux interbancaire et le taux sur les obligations d'État de court terme. Donc, dans une période de crise, les gens se débarrassent, disons les opérateurs se débarrassent des actifs risqués, donc des actifs risqués, comme les banques sont déjà risquées, donc il n'y a pas un mouvement de placement ou de prêt pour ces banques, et ils placent dans des obligations d'État, car ils estiment que ces obligations sont sans risque, c'est-à-dire le traditionnel effet, c'est-à-dire le phénomène de flight to quality, c'est-à-dire le fait vers la qualité. Donc pendant la crise des subprimes, cet indicateur, on le voit qu'il a fortement augmenté, donc on est dans une situation où les spreads dépassent les 200 points de base. Et la même chose, on l'observe dans la crise de la dette souveraine. Bien sûr, l'effet n'est pas le même, mais on a une autre tension sur le marché interbancaire. Deuxième point de comparaison, c'est la corrélation entre les CDS bancaires, donc ces produits de couverture de risque de crédit, la comparaison entre les CDS bancaires et les CDS souverains. Ce qu'on observe pendant la crise des subprimes, il y a une corrélation négative. Ça veut dire que, comme le secteur bancaire a été impacté parce que les banques détiennent des actifs toxiques, le phénomène de flight to quality, c'est-à-dire on cherche les placements sûrs, et les placements sûrs à l'époque, ce sont les obligations d'État. Donc le mouvement d'achat des obligations d'État génère une baisse de risque sur les obligations d'État. Le phénomène qu'on observe avec la crise des dettes souveraines, c'est qu'il y a une corrélation presque parfaite, en sorte, positive tout simplement, entre les CDS souverains et les CDS bancaires. Pourquoi?
Parce que comme les banques sont en crise, donc les CDS ont tendance à augmenter, comme les États sont en crise de dette, les CDS vont augmenter, donc le risque augmente. Mais comme les banques ils ont détenu des obligations d'État sans risque pour accroître leur ratio de liquidité, ces banques deviennent fragiles et par conséquent, donc on a une augmentation de ces CDS sur les banques. La même chose, on peut avoir l'effet contraire, c'est-à-dire comme les banques sont devenues fragiles, un phénomène de crédit de crash va impacter aussi négativement l'économie, puisque s'il y a une baisse des crédits, donc on aura forcément une baisse de la croissance économique, ça enfonce un peu plus la récession et ça fragilise les États dans la mesure où les recettes de l'État vont baisser. Juste une autre... juste ce phénomène, on l'observe au niveau de la corrélation ici, pour les CDS des États et les CDS, donc le CDS de l'Italie sur 5 ans et les CDS de la banque BNP Paribas sur 5 ans. Donc on a observé une corrélation positive. Pourquoi? Parce que la banque française Paribas, BNP Paribas, elle a détenu pas mal d'obligations. C'est-à-dire, donc on voit cette corrélation. Donc, remarque, pendant cette crise, on a vu la corrélation positive entre les CDS souverains et les CDS des banques, mais aussi les CDS des entreprises et les CDS aussi des banques. Pourquoi? Parce que si les banques n'accordent pas de crédit, ça fragilise les entreprises, etc. Mais on a constaté une remarque, c'est que la corrélation traditionnelle entre CDS des États et, disons, les spreads des États, c'est-à-dire le risque sur le cash de dette publique et le risque sur le CDS, c'est-à-dire le CDS, on a vu la corrélation, elle est positive, elle est la même en même temps pour le cas des pays du Sud fragiles, mais on n'a pas observé la même chose pour des pays comme l'Allemagne et comme la France. Pourquoi? Parce que le marché des CDS, les acteurs sont généralement les hedge funds et les grandes banques, alors que le marché, disons, du cash, pour le cas d'Allemagne et de la France, ce sont des institutionnels qui ne changent pas, qui ne font pas un arbitrage facilement. Alors que pour les autres pays européens, l'arbitrage, c'est-à-dire la présence sur la dette, c'est-à-dire sur le spot, il y a surtout aussi des hedge funds, et donc il y en a un phénomène d'arbitrage. Si on déserte ces obligations, on déserte bien sûr, c'est-à-dire le risque augmente. Il y a un autre facteur, c'est la différence entre la traçabilité des risques sur les actifs bancaires. Pendant la crise des subprimes, les banques étaient exposées aux dérivés de crédit, donc tout ce qui est produit de la titrisation, CDO et autres. Donc il y avait un problème de traçabilité des risques, puisque ces produits cachent pas mal de risques, et donc ce n'est pas par hasard qu'on parle d'actifs toxiques à l'époque. Alors que pour la crise de dette souveraine, comme ce sont des produits, des titres de l'État, c'est vrai qu'ils sont risqués, mais le risque il est clair, on sait qu'il est lié à la situation de la finance publique de tel État. Bon, au niveau des limites de la gestion de la crise, le premier point, c'est l'essoufflement des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Donc, tout simplement, on se retrouve dans une situation où les États, les banques centrales sont intervenues, donc les taux étaient relativement, en 2007-2008, relativement élevés, donc les banques centrales, ils ont baissé les taux, mais apparemment l'économie n'a pas démarré, et la dette publique, elle est relativement faible dans les années 80, des années 2007, alors qu'en 2011, les dettes publiques ont tendance à augmenter. Donc on a essayé tout ce qui est conventionnel, non conventionnel, et la marge de manœuvre, elle devient aujourd'hui relativement limitée pour l'intervention. Deuxième point, c'est qu'il y avait un débat aussi sur cette question concernant la sortie de la Grèce de l'Union monétaire. Donc, cette sortie sera-t-elle suffisante pour calmer les marchés? Donc, on a deux approches qui s'affrontent. Pour certains, il faut que la Grèce reste dans la zone euro, mais donc la condition, c'est d'appliquer une mesure d'austérité. Et la deuxième, donc il faut se débarrasser parce qu'elle pose trop de problèmes. Donc, et dans ce cas, si la Grèce va sortir, donc on aura, elle sera amenée à évaluer sa propre monnaie, donc sortir de l'euro, etc.
Mais ces deux options donc, présentent un certain nombre de limites. Par exemple, pour la première, rester dans la zone euro. Qui dit rester, ça veut dire qu'il faut peut-être annuler une partie de la dette de la Grèce. Et donc ça, ce qu'on a observé comme annulation ou suppression de dette, c'est insuffisant pour éloigner ce spectre de défaut. La deuxième chose, c'est que le seuil d'austérité supportable n'est pas par hasard atteint, peut-être parce qu'on constate que les Grecs, depuis un certain temps, supportent une dose d'austérité. Troisième raison, c'est l'aléa moral et le risque de laxisme budgétaire. C'est-à-dire que si on va garder la Grèce avec une courbe d'austérité, on va la pousser appliquer, donc à rester dans la zone euro, peut-être on va encourager d'autres pays qui vont suivre le même cas et on se retrouve dans la même situation. Bon, bien sûr, pour la deuxième option, sortir donc, de la zone euro, c'est, je pense, que la solution la plus coûteuse parce que lorsqu'on va décider aujourd'hui pour un pays qui va sortir dans 3 mois, à partir d'aujourd'hui, on va assister à un phénomène de ruée bancaire. Les gens vont retirer leurs avoirs en euros en attendant la sortie pour après pouvoir revendre, vendre l'euro après la dévaluation. Et donc, comme il y a pas mal de banques qui sont appliquées dans la zone, dans ce pays-là, ça va fragiliser tout le secteur bancaire européen et ça va avoir un effet négatif sur la croissance dans cette zone. Deuxième point, c'est retrouver une bonne gouvernance dans la zone. Donc il y avait ces recommandations, c'est de dire, voilà, il faut aller vers le renforcement des missions de la Banque centrale européenne et notamment le rôle de prêteur en dernier ressort. Donc le fait de l'avoir dans le texte, ça va créer un signal pour dire que la Banque centrale européenne elle est déterminée à lutter contre tout dérapage ou contre toute crise et par conséquent, ça va peut-être gérer la situation. Bon, il y a aussi le débat le plus sérieux, c'est le débat sur le fédéralisme budgétaire. Et parmi les points au débat, c'est-à-dire l'émission. Au lieu d'avoir plusieurs émetteurs européens, donc on va avoir un seul titre, ce qu'on appelle l'eurobond, donc une obligation à l'échelle de l'euro. Autre point, c'est un blocage politique et institutionnel. Donc si on fait la comparaison entre la sphère financière et la sphère réelle, pour la sphère financière, donc ce qu'on a constaté que les marchés sont marqués par des stress, et pour la sphère réelle, donc il y a des équilibres profonds au niveau des fondamentaux. Les interventions qu'on a observées ces derniers temps, et notamment de financement, les interventions de la Banque centrale européenne, LTO1 et LTO2, donc ils ont réussi à calmer le marché, à combler un certain besoin des banques, mais on le voit à travers l'amélioration des indices boursiers, donc à partir de l'intervention de la Banque centrale, mais elles n'ont pas réussi à relancer l'économie. Donc on a toujours un phénomène de crédit de crash qui bloque ce passage. Bon, c'est vrai que j'ai parlé que ces interventions elles ont calmé les marchés, mais ce calme il reste précaire. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait des tensions au niveau d'Espagne, donc ça montre que les choses ne s'améliorent pas, même sur les marchés. Donc ce qui reste, à mon avis, c'est l'intervention doit être une champ politique, il faut réduire les taux d'endettement, être ferme, et corriger les écarts de productivité et les écarts de compétitivité entre ces pays, parce que c'est ça le problème profond pour ces pays. Bon, maintenant, la crise de dette et son impact sur le secteur financier de la zone euro. Si on fait la comparaison entre la crise des subprimes et la crise de dette souveraine, c'est que pendant la crise des subprimes, le risque bancaire a impacté donc, le risque souverain. Pourquoi? Parce que comme les banques étaient des banques fragiles, on l'a dit tout à l'heure, elles détiennent des actifs toxiques. Donc cette fragilité a provoqué la crise. Les États interviennent pour sauver le système à travers l'augmentation des dépenses publiques, à travers un soutien pour les banques, l'augmentation des dépenses en général, et de l'autre côté, la récession elle a généré une baisse des recettes fiscales, et donc le risque bancaire il a augmenté. Pendant cette crise, c'est le risque souverain maintenant qui impacte le
le risque bancaire. Pendant la crise du subprime, donc l'origine c'était une intervention de l'État, alors que pendant la crise de dette souveraine, l'intervention, donc le fait d'avoir des banques, on les a poussées ou encouragées à détenir des actifs publics jugés sans risque dans le cadre du ratio d'équité de Bâle 3, et bien sûr, comme la croissance économique était faible aussi, la demande de crédit, elle était faible, ce qui a fragilisé le secteur bancaire. Donc on a deux facteurs, je dirais, le dispositif de Bâle 3 dans un sens, il a peut-être encouragé ces banques à détenir des actifs publics, et or ces actifs sont risqués, ce qui a fragilisé les banques, et la baisse de la croissance économique. Donc le risque souverain impose des politiques d'austérité, et on se retrouve avec une croissance à minimum. Et la même chose de l'autre côté, le risque bancaire, il a fragilisé tout le secteur, et ce qui crée des tensions sur le marché, ce qui renforce cette tendance récessive dans l'économie. La fragilité du secteur bancaire européen. Donc on peut dire que le secteur bancaire européen, donc, il est impacté à trois niveaux. Au niveau du financement à long terme, donc, la tension sur le marché obligataire a augmenté les taux à long terme, et donc la montée des spreads, elle coûte cher pour le financement de long terme des banques. Au niveau du financement à court terme, donc le manque de transparence et l'incertitude sur le degré d'exposition des banques, elle a créé une tension sur le marché, donc l'assèchement de liquidité, comparable sur certains aspects, ce qu'on a observé au lendemain de l'événement, mais il faut noter que cette tension a fortement baissé avec des interventions de la Banque Centrale Européenne ces derniers temps. Il est impacté aussi au niveau de la performance, car la récession économique génère donc des pertes sur des prêts, augmentation des provisions, baisse des résultats des banques, et comme les taux sont relativement faibles, il y a toujours la tentation d'accroître le taux d'intérêt sur les dépôts pour attirer les dépôts, pour attirer les ressources stables. Or, cette augmentation, elle peut effriter la marge d'intermédiation des banques. Donc ces trois facteurs génèrent une érosion des fonds propres, ce qui nous ramène, ce qui met sur la table le débat sur la recapitalisation. Bon, il y a deux façons de voir les choses. Pour l'augmentation des fonds propres, donc il y a, pour certains, donc, il faut une faible augmentation de ces capitaux propres. Or, elle est inefficace parce qu'elle ne protège pas contre la tentation d'aller vers un risque extrême, mais il faut certainement une augmentation forte. C'est vrai qu'elle va corriger, ou peut-être elle va renforcer les ressources stables, mais cette augmentation, elle a un effet incitatif défavorable dans la mesure où elle va encourager l'engagement dans des projets risqués ou l'achat davantage de titres risqués comme la dette italienne ou autre. Toujours dans ce même débat, donc on a deux approches. La première, il faut que l'action soit immédiate. Or, si l'action est immédiate, il y a un certain nombre, trois risques pervers que j'ai repérés. Le premier, c'est que si on augmente fortement les capitaux propres, donc on aura dilution des actionnaires de la banque, et on aura une baisse des cours, et cette baisse des cours n'encourage pas les banques à lever des fonds si elles ne rapportent pas grand-chose. Deuxième élément, c'est la réduction de la consommation de fonds propres a un effet négatif sur le crédit. Et la troisième, la tentation d'aller vers la titrisation serait présente, titrisée pour accroître ce type de ratio. L'action préventive, donc elle s'inscrit dans une dynamique stabilisatrice. Donc on a ici un produit qui me paraît intelligent, ce qu'on appelle l'émission des obligations convertibles contingentes, ce qu'on appelle les COCOS. Ce ne sont pas les obligations classiques normales où le détenteur de titre peut échanger l'obligation en action lorsqu'il constate que le cours de l'action vient monter ou lorsque l'entreprise elle va distribuer pas mal de dividendes. On est dans une situation où l'obligation se convertit en action seulement dans le cas où il y a un seuil d'alerte qui est franchi au niveau de la situation de la banque. Donc si on bascule vers une catastrophe financière, le stock, je dirais, d'obligations passe directement, se transforme en action, et ce qui
l'IA reste toujours en débat, parce qu'il reste toujours à définir le seuil d'alerte. Bon, maintenant, au niveau des principaux défis du secteur bancaire. Donc, le premier défi, c'est un défi de financement à long terme. C'est-à-dire comment les banques peuvent-elles se financer à long terme avec la hausse des taux à long terme, donc des taux longs, et avec des contraintes réglementaires, notamment le Net Stable Funding Ratio de Bâle. Deuxième défi, c'est le défi de résistance à la crise. Comment ces banques peuvent-elles résister à la crise de la dette souveraine avec des effets de contagion qui sont de plus en plus forts compte tenu de l'application des banques dans les pays à risque et avec la contrainte du liquidity coverage rate, c'est-à-dire le ratio de liquidité de Bâle III qui les encourage à détenir des obligations d'État. Troisième défi, c'est un défi de rentabilité. Donc, comment les banques peuvent-elles maintenir une rentabilité acceptable lorsque il y a toujours ce risque d'aplatissement de la courbe de rendement, et qui dit aplatissement de la courbe, baisse de l'effritement des marges des banques et avec des perspectives de croissance négative, voilà, ou je dirais très faibles. Quatrième défi, c'est un défi de recapitalisation. Comment ces banques peuvent-elles se recapitaliser avec la difficulté d'émettre nouvelles actions compte tenu d'un niveau relativement faible, compte tenu d'une demande relativement faible et avec un risque sur leur profitabilité. Bon, pour conclure très vite, voilà. La première conclusion, c'est qu'au niveau de la finance, on se retrouve à une perte de crédibilité des actifs financiers avec ces crises. Pour cette perte de crédibilité, nous pouvons l'observer au niveau des titres souverains, parce que les pays sont devenus très endettés. Cette perte de crédibilité, nous pouvons l'observer au niveau des dettes bancaires, puisque les banques détiennent de plus en plus d'obligations d'État risquées. Et cette perte de crédibilité, nous pouvons l'observer au niveau des entreprises, avec les perspectives de croissance faible, voire négatives. Mais aussi, on peut l'observer au niveau des monnaies, donc avec l'avalanche d'injection de liquidités par les banques centrales. Donc on se retrouve dans une situation où les capitaux s'orientent de plus en plus vers d'autres actifs, vers l'or, vers, disons, les pays jugés sans risque. Par exemple, on fait référence en tension sur le franc suisse, malgré la détermination de la Banque de Suisse de le maintenir à 1,20, et aussi par les matières premières et les pays émergents. Donc voilà. C'est-à-dire la croissance, elle restera, à mon avis, elle reste anémique dans les pays d'Occident. Deuxième raison, ou deuxième leçon pour l'Europe. Donc l'Europe toujours allait à la recherche d'un financement, d'un fédéralisme budgétaire. Et ce fédéralisme budgétaire serait déterminant pour sa sortie sérieuse de la crise. Donc la fragilité du secteur bancaire ne peut pas être guérie sans la reformulation de cette architecture budgétaire européenne. Il y a toujours des avancées politiques et institutionnelles dans ce sens. Donc, soit la création de ce qu'on appelle le second monde, ou de façon plus profonde, c'est passer vers le fédéralisme budgétaire qui apparaît la solution la plus sûre. Sinon, donc, je pense que si on reste avec plusieurs émetteurs, donc on aura toujours des tensions sur les spreads souverains de ces pays. Très vite, les leçons que nous pouvons avoir pour le cas de la Tunisie, je dirais, à partir de cette crise, c'est au niveau de la gestion des finances publiques. Donc il faut la stabilité du secteur, la gestion des finances publiques, elle est déterminante pour la stabilité du secteur financier. Le secteur stabilité financière, c'est plus général. Donc pour la stabilité du secteur financier. Donc cette crise, elle a montré aussi que la santé du secteur bancaire, elle est déterminante pour la croissance. Et un autre point qui me paraît important, c'est le financement de l'économie. Ça veut dire il faut peut-être, au niveau du financement externe, renforcer, plutôt confirmer la diversification. Parce que la dette tunisienne, elle est en partie marché, même en partie bilatérale et partie multilatérale. Ça, c'est quelque chose de très positif, donc il faut peut-être le consolider. Mais d'un autre côté, au niveau interne, il faut renforcer cette diversification de sources de financement, et donc ils n'ont pas être concentrés seulement sur un financement classique, que ce soit bancaire, que ce soit
du marché, donc aller plus bien sûr vers le marché, et notamment le compartiment obligataire du marché, mais aussi aller vers d'autres produits de financement. Je fais référence à la microfinance, je fais référence à la finance islamique, qui peuvent booster la performance économique. Au niveau de l'information financière, et c'est une bataille qui me paraît importante, c'est que la crédibilité de la politique monétaire, la crédibilité de la politique économique, elle est conditionnée à la crédibilité de l'information financière. Je pense que c'est un champ, disons, important qu'il faut peut-être aller vers plus de crédibilité, car l'information financière, c'est un bien public, et donc il faut aller dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Merci, Simoise. Nous avons 25 minutes de retard. On aurait dû terminer à 10h45 et à 11h10. Et puisque les exposés ont été très clairs, je suppose que vous n'avez pas de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose une pause café.